Bonjour Greg, c'est un plaisir de pouvoir discuter avec toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, salut! Donc, je m'appelle Greg Madison. Je suis un interaction designer pour réalité virtuelle et réalité augmentée. Je suis un ancien magicien illusionniste. Enfin, ancien. J'utilise toujours des trucs d'illusionniste dans tous mes designs. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi ce qui fait ma spécificité. C'est que je base essentiellement tout mon design thinking au travers du prisme de l'illusion et de la perception. Aujourd'hui, je travaille chez Unity, enfin Unity Labs, qui est donc le moteur de 3D, un des plus utilisés pour tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Et mon rôle, essentiellement, c'est de faire de la recherche sur les usages, essayer de comprendre où les technologies vont et bien sûr créer des prototypes parce que l'essentiel de mon travail, c'est d'essayer d'être inspirationnel pour les développeurs qui n'ont pas forcément le temps de s'amuser à développer eux-mêmes des concepts. Et à partir de là, il y a une sorte d'évangélisation interne pour eux aussi, qui puissent comprendre quels sont les usages, les freins psychologiques et enfin, tout ce qui est, tout ce dont ils n'ont pas le temps, c'est pas très français, pour pouvoir penser à faire mieux leur travail. My God. Et tu es donc à San Francisco. Ouais, je suis à San Francisco. Alors, autant c'était fantastique juste avant la pandémie parce que tout l'écosystème, il est clairement là. Tu vois, quand tu as des meet-up, tu as tous les investisseurs, les gens qui comptent, qui sont. J'habite à 2 pas du Microsoft Reactor. Et c'est là où il y a la plupart des meet-up faits déjà par Microsoft, évidemment, parce que tu sais, il y a leur studio d'enregistrement 360 pour faire les hologrammes. Et là, tu vas rencontrer les Matt Menisque, tu vas rencontrer les Tipatat, enfin, tu rencontres tout le monde. Et donc, c'est super facile de parler. Là, ça fait 1 an et demi où c'est un peu. En fait, si tu veux avoir des informations de leur part, tu vas juste sur Twitter. Donc, tu pourrais être n'importe où ailleurs, quoi. C'est un autre concept, ouais. Alors, on voulait, alors toute l'équipe Era Pro et moi aussi d'ailleurs, hein, en particulier, je voulais qu'on puisse prendre un temps pour discuter d'un point que tu avais déjà abordé avec nous il y a quelques années. On a revu en 2014, tu nous parlais de la façon de, alors, je vais le résumer, hein, digitaliser le monde, en tout cas faire Ouais. le lien entre le monde réel et un monde virtuel, une métacouche, quelque chose que tu appelais toi l'égosphère, et que L'écosystème. l'écosystème, exactement, Parce l'écosystème. qu'il y a un vrai sens derrière ce mot, Ouais. Et justement. justement, cet écosystème a grandi, en tout cas l'idée a grandi à tel point que depuis, allez, on va dire 1, 2 ans, on entend parler beaucoup, beaucoup de métaverse. Côté plutôt réalité virtuelle, d'AR Cloud, plutôt côté réalité augmentée, euh, avec des liens entre les deux, hein, forcément, parce on adorerait relier ce qui est réel et ce qui l'est moins. Est-ce que tu peux déjà, toi, nous donner un point de définition de ces concepts-là, en tout cas ta vision de ces concepts? Là, j'entends. Tu connais Aurélien Fache? Oui, Je pense que si tu l'as pas encore interviewé, il faudrait que tu le fasses. Et là, je l'entends déjà dire, oui, mais il faudrait peut-être commencer par définir ce qu'est un métaverse. Oui, parce que clairement, euh, l'écosystème, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Neil Stephenson est arrivé avec sa cristallisation de l'idée qu'on se faisait du cyberespace au travers de son roman Snow Crash. Et grosso modo, d'après du moins sa vision, c'est fusionner autant le virtuel que le réel et que tout interagit les uns, enfin, qui est plus vraiment de limite entre, si je faisais vraiment un petit résumé. Mais c'est une question qui est super difficile parce que déjà, si tu vas sur Wikipédia US et Wikipédia France, tu as déjà 2 définitions qui ne sont pas les mêmes. Tu as la fondation qui est la même, mais qui est pas vraiment là. Et, euh, et donc, pour en revenir à la définition, je pense, qui est en ce moment du métaverse, c'est plutôt quelque chose qui est vraiment business et on va appeler un métaverse euh, Fortnite.
par exemple Roblox, ou en fait, nous, ce qu'on appelait des MMORPG ou tu vois, des connexions en ligne. Donc, en ce moment, la définition de métavers, ça va être plutôt comment monétiser les mondes virtuels massivement online. Voilà, c'est essentiellement ça. Moi, dans mon principe d'écosystème, c'était clairement l'Air Cloud, comme il est défini aujourd'hui. Sauf que là où je vais un peu plus loin, c'est qu'il y a tout un système de layers qui est simplifié au maximum à 3, parce que d'autres sont déjà venus avec des concepts de layers, même d'ailleurs Magic Leap a son propre Magic Verse. Sauf que en termes de design, si on veut résoudre la vraie problématique de tous ces mondes-là, c'est la discoverability, parce qu'on parle de quelque chose de purement virtuel. Et donc, comment tu fais pour trouver ce contenu? Si on commence à avoir plein de métavers, si on commence à avoir plein de réalités, on va avoir la même problématique qu'avec la réalité augmentée, qui est, ah ben, OK, tu as un téléphone dans la main, mais maintenant, où est le contenu? Il faut que je télécharge une application pour chaque contenu qui est à l'extérieur. Donc, mon système d'écosystème, c'était essentiellement de dire que la vraie singularité, elle ne va pas être celle de l'homme en priorité, mais celle de la Terre. On va, en quelque sorte, créer un ego à la Terre, donc une conscience du numérique, comment la Terre ressent tous ces, les nerfs, parce que pour moi, c'est ça, le système digital, Internet, tout ça, ce sont les nerfs de la Terre qui fait qu'elle va pouvoir sentir les choses, où sont les utilisateurs, si on le réduit vraiment à l'aspect utilisateur humain, mais ça va être aussi où sont les objets, qu'est-ce qui se passe, que ce soit la météo, tout est relié. Voilà. Et dans cette notion d'écosystème, d'égo-système, il y a vraiment cette notion de conscience de la Terre. Tu vois, ça peut paraître un peu farfelu, mais quand tu vois typiquement la dernière conférence de Google où tu peux discuter avec Pluton ou un avion en papier, c'est ça, on va pouvoir discuter directement avec la Terre, poser des questions, et que ça va de quel est mon plus court chemin dans la vision Google à des choses qui sont beaucoup plus métaphysiques entièrement. Donc, je crois que je me suis un peu perdu dans la question qui était la définition d'écosystème. Voilà, c'était ça. C'était grosso modo l'Air Cloud d'aujourd'hui, mais avec vraiment cette notion de singularité pour la Terre, presque de conscience. Et la définition du metaverse qui est celle d'hyperconnexion des différents univers physiques et virtuels avec. Et je pense que c'était ça aussi la force du métaverse dans la première vision, c'est de dire que le contenu est aussi a cette possibilité de passer d'un plan à l'autre. Si je crée un personnage dans Fortnite, mon avatar, je devrais pouvoir passer dans un autre univers comme Roblox et puis après pouvoir aller dans la réalité augmentée. Et soit si tu as ton téléphone ou des lunettes, tu vas me voir avec cet avatar. Donc, tu as cette notion de propriété qui est reliée à toi et pas tellement à l'univers lui-même. Est-ce que, alors, de façon assez large, hein, est-ce qu'on peut le voir comme une sorte d'évolution de l'Internet qu'on a actuel? C'est totalement l'Internet. Et je pense que toutes les personnes qui essayent de réinventer la roue se trompent totalement. Si tu as une question à te poser, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui ne va pas marcher, quels sont les protocoles, quel est le système que l'on doit... en fait, il faut juste regarder en arrière et réutiliser les concepts du web que l'on a et qui sont maintenant quand même, fonctionnent quand même assez bien, et les spatialiser et les mettre en 3D. Donc, et on va avoir les mêmes problèmes, le problème des pop-up que l'on a aujourd'hui et le ad blindness que l'on a aujourd'hui et tout ça, c'est des choses qui vont se transposer de nouveau dans ce nouvel univers. Et toutes les applications que l'on a eues sur Internet, elles vont glisser automatiquement dans la réalité. Les applications de dating, eh ben, en fait, par exemple, là, tu dois aller sur ton téléphone, aller à droite et à gauche, mais demain, quand tu croiseras dans la rue, tu verras directement tes matchs. Tu vois, donc, ça veut dire que tous ces petits services que l'on a sur le téléphone, ils vont être spatialisés. Et c'est d'ailleurs ce qui m'amène à dire que la vraie seule façon de créer du contenu qui va fonctionner en AR, c'est le contexte. Et c'est absolument pas des applications que tu vas télécharger, mais auxquelles tu vas souscrire.
ça va être des pouvoirs qui vont te permettre d'avoir, dans un contexte précis, l'application qui va te proposer quelque chose de bien précis. Comme par exemple, et ça c'est le service euh, comme Mappy ou peu importe, des services de voiture comme Uber ou même de bus. Tu vas souscrire par exemple soit à Uber et à chaque fois que tu vas t'approcher du trottoir, ça veut dire que dans le contexte, pourquoi je m'approche du trottoir, ben, c'est pas pour sauter et me faire écraser, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait une voiture qui vienne, qui s'arrête devant moi pour me prendre et m'amener ailleurs. Et bien là, il va certainement avoir, si tu restes 2 secondes en état stationnaire à côté du trottoir, un cercle qui va s'ouvrir et qui va marquer commander un Uber. Si tu steps dessus, si tu marches dessus, ça va le commander automatiquement. Pas de UI. Enfin, pas de UI que tu dois presser, des trucs qui flottent de partout. Ça, pareil. Si on arrive dans un monde dystopien comme ça, on est à 2 secondes d'enlever les lunettes. On veut garder les gens dans cet univers. On ne veut pas avoir de l'information qui ne sert à rien constamment. Et c'est pour ça que ces services vont te permettre d'enlever tout ce bruit et de venir se manifester uniquement quand tu en auras besoin. Et là, AirCloud est essentiel pour ça, c'est la carte 3D du monde, parce que ça devient une matrice, une grille sur laquelle tu vas pouvoir accrocher des services, des applications. Alors, là, tu nous as parlé un peu de l'avenir quand même, hein, parce que même si on a des choses qui y ressemblent actuellement et on a beaucoup de travail qui est fait actuellement, y compris par les grandes entreprises du numérique, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est actuellement et surtout utiliser maintenant ta connaissance américaine, ta connaissance européenne, peut-être avec une vision asiatique aussi. Est-ce que les conceptions dont tu parles sont globalement partagées ou est-ce qu'on a une vision de ces objets-là qui est très américaine, une vision qui est très européenne, peut-être une vision qui est très asiatique? Est-ce que c'est uniforme? Où est-ce qu'on en est? Il y a un zeitgeist, clairement. Et ce qui est étrange, c'est qu'on souhaite tous la même chose, mais on le manifeste avec des mots différents. J'ai fait une vidéo qui avait pas mal buzzé en début de l'année dernière, qui était où j'étais dans mon appartement, où on voyait la moitié en VR et la moitié en réalité, et j'interagis avec une table et tout ça. La vidéo, elle a fait genre 8 millions de vues en 24 heures sur Reddit. Et ce qui était très intéressant, c'était de lire les commentaires de gens qui étaient totalement néophytes, parce que c'était pas du tout sur un channel dédié à la AR ou la VR, c'était bon, peu importe, en fait, ça n'a pas trop d'importance. C'est surtout de dire que ce sont des gens qui ne baignaient pas dans la technologie. Et quand tu lisais les commentaires, tu avais vraiment une projection, eux, de leur imaginaire qui était waouh. Alors, en fait, tu as toujours les deux côtés qui ont, mais le mec, il n'a pas de vie, s'il a un appartement comme ça, pourquoi il veut changer sa réalité, enfin bon. Et il y avait des trucs qui étaient beaucoup plus constructifs et qui permet vraiment d'apprendre le mindset des utilisateurs. Et souvent, d'ailleurs, le mindset des utilisateurs est pas compris par les industriels. Et ça, ce serait une autre discussion. Et le mindset était, waouh, je m'imagine déjà pouvoir remplacer la vue extérieure par la mer, la forêt et tout ça. Et là, ça y est, tu commences à comprendre que les gens, ils veulent pas de glace see-through. Ils veulent du pass-through. Parce qu'aujourd'hui, ce que les industriels proposent et essayent de mettre à disposition des utilisateurs, ou du moins ce qu'ils essayent de dessiner, que ce soit Magic Leap pour le Lens, Unreal et consorts, c'est vraiment pour moi, comment dire, parce que je ne veux pas non plus... euh, c'est une chimère. Voilà. Personnellement, je ne crois absolument pas du tout dans les lunettes où tu vois à travers un verre. Parce que on se bat contre de la physique. En gros, juste le premier argument, le fait que tu puisses pas avoir de noir, de vrai noir en réalité augmenté semi-transparent, tu peux pas aller vers ce scénario qui est de remplacer les pixels de ta réalité par quelque chose où l'illusion fonctionne, où ça va te permettre d'être dans un univers transposé. Et donc, pour en revenir à ta question, on a un peu cette vision schizophrénique qui est ce que veut l'industrie et ce que veulent les utilisateurs. Et je pense que les utilisateurs dans le monde entier ont la même envie, parce que, encore ce blog Reddit, ce blog post Reddit, les gens viennent du monde entier et tu as vraiment cette ligne conductrice qui passe au travers de tous les commentaires.
Et que ce soit, par exemple, le peuple asiatique qui va être plus animiste et qui pense vraiment que l'on va pouvoir converser dans le futur avec des hologrammes, des objets, tout ça, ce qui est en train d'être fait par Google, encore une fois, tu vois, c'est ce conversationnel. Euh, on se dirige vers là, mais tout n'est pas forcément au travers du prisme des lunettes de réalité augmentée avec, où tu vois à travers le verre. Ça peut être aussi essentiellement basé sur le son. Et donc, on commence, oui, à avoir une convergence aussi au niveau industriel sur ce qui reste ou ce qu'il y a à faire. Et est-ce que tu vois la démocratisation de ces usages, alors j'ose pas dire des métaverses, du métaverse, de l'air cloud, enfin, de cet usage-là, tu la vois passer plutôt justement par des usages plus professionnels, vraiment du B2B, ou alors des usages plus personnels, du B2C, quelque chose de la vie de tous les jours en fait. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est que pour que ça soit utile, il faut que les personnes puissent garder les lunettes suffisamment longtemps sur les yeux, tu vois, pour que les services arrivent. Parce qu'on en revient toujours à la discoverability. C'est à quel moment je vais mettre mes lunettes. Ah, c'est parce que je sais qu'il y a un contenu virtuel, donc du coup, il faut que je pense à mettre mes lunettes pour avoir accès à ce service. Et d'ailleurs, c'est la stratégie de Snapchat avec ses lunettes, tu vois. Ils ne les mettent pas à disposition du public parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un backlash directement sur ça. Ce n'est pas fait pour des utilisateurs lambda, c'est vraiment fait pour des créateurs de contenu. Parce que le succès de ces lunettes ne viendra que s'il y a du contenu. Et donc là, pour l'instant, qui crée du contenu? Ce n'est pas les développeurs. Les développeurs, ils doivent mettre de la nourriture sur la table, ils codent des systèmes pour les SS2I, et pour, voilà, ils ne sont pas tournés vers la VR parce que personne ne paye pour ça en fait. Et si tu payes, ça va être des prototypes wow effect, mais ça ne rend pas service aux gens. Et il en faudrait une multitude pour que les gens commencent réellement à utiliser ça. Mais pour pouvoir réellement utiliser ça, il faudrait des devices. Voilà. Snapchat, eux, ils le prennent à l'envers. Ils se disent, on a déjà une base d'utilisateurs qui utilisent aujourd'hui le plus de réalité augmentée. Ben, c'est les gens avec des filtres, tout simplement. Mais et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que je pense que dans ce secteur, personne ne peut craquer le code, peut arriver avec une application dont le focus, dont la matière première, c'est de la réalité augmentée. C'est seulement un component, un tool, tu vois, c'est comme le clavier dans ton application. À un moment, tu vas en avoir besoin, mais il n'est pas constamment là. Et je perds souvent le fil avec les questions. Je crois qu'il faudrait que je les note. Non, 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 mais tu peux continuer, hein. C'était le B2B, B2C. En fait, on est entre les deux. Enfin, si je Oui, t'entends bien, on essaye de trouver la voie un peu médiane parce qu'on ne peut pas vraiment attaquer l'un, pas vraiment attaquer l'autre, en tout cas, sauf sur des usages ultra particuliers. Mais s'il s'agit de le mettre partout, là, ça devient beaucoup plus compliqué. c'est super bien résumé. Et généralement, quand j'essaye d'expliquer ça, le B2C, B2B et les devices aussi, je parle de la combinaison de plongée. C'est-à-dire que la majorité des gens, pour avoir une expérience de nage sympathique, ils vont aller à la piscine et ils sont prêts juste à enfiler un maillot. Tu vois. Et après, tu as des usages beaucoup plus professionnels en industrie, là où tu vas carrément mettre le casque, les lunettes de plongée, par exemple, mais aussi sur un chantier, là, tu es presque obligé de porter les lunettes. Mais ce que l'on propose aujourd'hui en expérience AR, c'est un pédiluve. Les gens ne sont pas prêts à mettre une combinaison de plongée juste pour, tu vois, pour s'amuser dans un pédiluve. Donc, le match ne se fait pas encore. Il faut énormément de contenu. Il faut un océan de possibilités pour que les gens soient à même de se dire, OK, je vais mettre tout l'attirail pour pouvoir vraiment utiliser toute cette matière digitale. Mais le contenu n'existe pas. Donc, d'un côté, tu as les professionnels qui vont utiliser des appareils un peu exotiques. Quand je dis exotiques, c'est-à-dire que les HoloLens, il n'y en a pas partout dans la nature, mais ils sont prêts à les acheter, les acheter. C'est les boîtes qui vont acheter ça plutôt pour leurs employés. Ils vont développer peut-être 2-3 applications qui sont vraiment très précises et qui font uniquement une seule chose. Et voilà, tu le mets pour faire ça, cette tâche, et tu l'enlèves. Et donc, tant qu'on n'aura pas des appareils qui
qui vont marcher dans la durée, qui seront au-delà de l'hologramme, parce que pour moi, je pense que c'est pas ce que les gens veulent. Ils veulent pas un truc semi-transparent. Quand tu travailles avec une équipe distante, tu veux pas avoir... Enfin, donc, quand tu fais du télétravail, pardon, et que tu vas virtualiser des écrans en face de toi, ce que tout le monde veut, plus ou moins, tu ne veux pas voir à travers les gens qui passent derrière et tout ça, tu vois. Et je pense qu'on est aussi d'ailleurs, malheureusement, on a des biais cognitifs qui ont été implantés par toute la sci-fi que l'on voit dans les Marvel et compagnie, avec des interfaces qui flottent de partout. Évidemment, ils sont obligés de le faire. Tu payes pour avoir des effets spéciaux, donc ils vont en mettre de partout sur ton écran. Sauf que l'utilisateur n'en a pas besoin. Fais une pause sur n'importe quel écran de UI que tu vas voir dans les films, il n'y a rien qui sert et rien n'est incompréhensible. Et alors, juste pour revenir sur ce que tu as dit, avant, je voudrais te poser la question du un et du plusieurs. Euh, pour que, pour que ça se développe, en tout cas de la façon dont toi tu vois le développement, est-ce qu'on est sur un métaverse ou des métaverses, un AR cloud, des AR cloud? Est-ce qu'il y a une condition nécessaire pour que ça se développe? Aujourd'hui, on est sur plusieurs, hein, tu l'as dit très clairement, Oui, n'importe quoi est métaverse de toute façon, n'importe quel jeu est métaverse. Je fais oui. un Call of Duty, c'est métaverse, machin, c'est métaverse. On fait un loto ensemble, c'est métaverse, j'ai l'impression maintenant, donc c'est vraiment étrange. Mais Boom est un métaverse parce que ça permet de connecter deux entités physiques. Ben là, regarde, on est dans la même sphère de discussion alors qu'on est ouais, très assez loin l'un de loin. l'autre. Dans ce cas, alors, c'est quoi l'évolution? C'est de plusieurs qui devient un, c'est toujours plusieurs parce que de toute façon, et pour quelques années encore, les choses sont, avec les grandes entreprises, on aura des silos verticaux avec des monétisations verticales et qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est quoi l'évolution? Bah, tu te souviens, ça a été quasiment l'introduction. Quand on se pose ce genre de questions, il faut juste voir ce qui a été fait avec Internet. Et si tu te souviens, Internet, les caramels, les chat space, enfin, c'était dingue. Mais c'était... Attends, il faut quand même se remettre dans un contexte. C'était une époque où tu avais des magazines papier qui sortaient en kiosque pour te donner les adresses Internet pour accéder à des sites. Parce que Google n'existait pas encore. Donc, voilà, et c'est l'état actuel de l'AR. On a des applications de réalité augmentée qui sont contenues dans des exécutables et qui sont dispersées. Et impossible de les relier à l'utilisateur au moment où il en a besoin. Donc, la même chose va se passer dans ce métaverse. Pour pouvoir connecter les choses, il va falloir qu'il y ait une entité, en tout cas une source of truth, c'est la source de vérité qui va être là comme la plateforme de découverte. Et c'est d'ailleurs dont je parlais dans l'article dont tu faisais référence tout à l'heure, qui est donc l'écosystème à trois couches, qui est la couche première, c'est la couche 0, parce qu'elle représente la Terre, qui est la source infalsifiable de données, et qui est comme les adresses physiques. Chaque pixel de réalité est une adresse de GPS, en quelque sorte, c'est une ligne de chiffres. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ça va être intrinsèquement lié, le digital au physique, avec ces adresses de pixels de réalité. C'est-à-dire que quand, par exemple, tu vas détenir un endroit physique, comme par exemple ma maison, là je la loue, pendant ce temps-là, tous les pixels, donc toutes les adresses en GPS, vont être mon URL. Et donc tout ça m'appartient comme une adresse RA Pro, voilà. Et dans ce domaine-là, physique, tu peux créer le contenu que tu veux. Donc, d'un côté, tu as la source de vérité. Après, tu as les adresses physiques dans lesquelles tu peux contenir de l'information, mais des augmentations. Et après, tu as l'utilisateur, lui, qui peut subscrire à ce que tu as, toi, créé. Et donc, déjà, ça permet d'aller, tu sais, ce fameux problème qui est, oui, mais dans un futur où tu as différentes réalités, je suis McDonald's et j'ai envie de créer une publicité au-dessus de Burger King, qu'est-ce qui m'en empêche? Eh ben, ça t'en empêcherait. Tu ne détiens pas l'endroit physique. Donc, ce que tu ne peux pas faire dans la réalité, tu ne peux pas le faire dans l'irréalité. Et donc, il faut pour ça une seule source de vérité, quelque chose qui, on,
le point de départ pour tout, voilà, pour pouvoir découvrir les applications, pour pouvoir gérer les acquis numériques. Et après, toi, dans ta deuxième couche, parce que la 0, c'est la couche où rien ne se passe, c'est la copie. La deuxième, c'est l'espace physique de la grille. Non, la première. Et la deuxième, c'est toi, le contenu que tu crées, ou du moins que tu agrèges sur ta propre réalité. Si on n'a pas ces systèmes, on va déjà aller vers plein de problèmes qui sont légaux. Voilà. Deuxièmement, c'est la discoverabilité, encore une fois, parce qu'on a déjà eu ce problème avec les sites Internet auparavant, on a toujours ce problème avec la réalité augmentée. Et à chaque fois, je perds le fil de mes pensées. Je crois que... Après, c'est intéressant, le parallèle que tu fais avec le début de l'Internet, c'est vraiment intéressant. Donc, si je vais prendre mon côté un peu méchant maintenant, Oui. tu as une vision très intéressante qui est un peu celle de Tim Berners-Lee au début de l'Internet. Il se trouve que cette vision a engendré Facebook et Google après, qui ne sont pas les plateformes les plus ouvertes qu'on puisse imaginer. Donc, encore une fois, est-ce que ça veut dire que cette vision on va l'appeler métaverse, et on va tout mettre dedans avec Aircloud et tout, cette vision du métaverse peut commencer de façon très ouverte avec ce que tu as dit, peut-être avec tes adresses physiques ressemblent beaucoup à des URL, finalement. Mais c'est ça. C'est une URI, enfin, je ne sais plus comment c'est ça, URI, Universal Resource Locator. Donc, je crois que c'est déjà même normé par le World Wide Web. Donc, ça, c'est bien. Mais on commence comme ça. Et puis, peut-être par des effets de découverte, comme tu dis. Est-ce que ça va continuer comme ça ou est-ce qu'on va se retrouver dans les 20 ans après, 20 ans après le début du Web 2, 30 ans ou 40 ans après le début de l'Internet, on se retrouve, encore une fois, avec des grands royaumes, des silos, qu'on appelle aujourd'hui des plateformes, et qui n'ont pas une envie débordante de lâcher son client pour qu'il aille chez le voisin. Mm-hmm. Bonne question. Bah, je crois que c'est toujours pour pouvoir faire ce genre de prédiction, il faut regarder ce qui se passe en arrière. Tu l'as très bien dit, on a déjà eu et ça continuera. Aujourd'hui, c'est quoi la stratégie de Facebook? Ils ont compris que Apple détient ses clients parce que, en fait, les clients détiennent le device. Et donc, ils sont captifs de l'univers Apple parce que le point de connexion, c'est le device. Il se passera la même chose avec Facebook. Et là, Facebook, s'ils investissent, attends, juste prenons conscience de ce chiffre. Ils ont dépensé 5 milliards en recherche et développement en Q1 de cette année pour le AR/VR. Je pense qu'ils ont quand même une certitude, tu vois. Ils savent que la valeur, elle est essentiellement là, c'est la plateforme de demain. Et que pour pouvoir extraire cette valeur, il faut que les gens passent par le device. Parce que sinon, s'ils passent par les tuyaux de Apple, ils doivent reverser des royalties, ils ne contrôlent pas tout, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Cependant, je pense que la seule chose de bien dans le pire, c'est qu'on a des alternatives quelque part. C'est-à-dire que tu vas voir un Apple qui est en train d'essayer de moins, comment dire, euh, de moins mettre de pub, de garder de la privacy, du opt-out pour tout ce qui est tracking et tout ça. Tu vois. Et donc, finalement, le choix qui va se poser, c'est est-ce que tu es assez riche pour te payer un écosystème où tu es en sécurité et personne ne te regarde, ou est-ce que tu vas aller vers quelque chose qui est abordable, mais tu vends plus ou moins ton âme au diable. Mais sauf qu'il y a un moment où, de toutes les manières, il va falloir que Facebook s'aligne aussi là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, s'ils se font énormément d'argent, Facebook, c'est essentiellement par rapport au capitalisme de la pub, de la publicité. Mais ça ne durera pas, enfin, ça durera jusqu'à. Il reste des ressources que l'on peut exploiter à transformer en des produits pour en faire des publicités, tu vois. Donc il y a un moment où il va falloir qu'ils shiftent aussi leur revenus. Et je pense qu'ils vont commencer à aller vers le concept d'Apple qui est jardin gardé, moins de pubs, essayer d'aller un peu plus dans la privacy. Je sais que ça paraît complètement dingue de dire ça aujourd'hui parce que c'est absolument pas du tout
le mind qu'ils ont, mais je pense vraiment qu'ils seront obligés, s'ils veulent garder les utilisateurs et s'ils veulent avoir un business qui ne repose pas essentiellement sur de la publicité et qui, du coup, est forcément intrinsèquement lié au système capitaliste, mais vraiment, je parle de celui du matériel, parce que c'est lié, les ressources premières transforment des produits, et ces produits, on est obligé de les vendre, et donc on fait de la publicité. Si, pour des raisons qui sont essentiellement écologiques, ça s'effondre, les revenus publicitaires s'effondrent, et Facebook s'effondrerait. Je pense que le shift qu'ils sont en train de faire, c'est parce qu'ils ont une totale conscience de ça. Est-ce que tu vois peut-être d'autres points de vigilance, d'autres points, en tout cas à garder en tête dans l'évolution et dans la diffusion de ce métaverse? Alors, des points de transformation de droit, de transformation d'usage de la data. On parle beaucoup d'éthique en ce moment, mais c'est relié à tous ces points-là. Qu'est-ce qui pourrait faire évoluer la donne dans les mois, les années qui viennent? J'ose plus faire de prédictions en temps parce que je me plante régulièrement. Donc, On se plante, c'est souvent, on se plante sur les timings, c'est ce qu'on disait. Mais on a des ressentis qui restent quand même généralement assez justes, tu vois. je voudrais aussi que tu me donnes ton point de vue sur l'identité dans ces Oui. choses-là. Quelque chose qui est très intéressant, tu en as parlé à travers tes discussions, l'identité de la personne. On va oublier un petit peu tout ce qui est objet, lieu, etc. Mais si on va dans un métaverse, qui soit de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée, on y apporte une identité. C'est Ça une, va être quoi cette identité? c'est Est-ce une qu'elle va question t'appartenir? qui est très très difficile parce que euh, comme dans la réalité, parfois tu as envie d'être anonyme, parce que par exemple tu vas à une soirée, tu as envie de discuter avec personne, tu as juste envie de voilà, d'être dans l'ambiance, de profiter du moment. Et il y en a où tu vas vouloir socialiser comme à un meet-up et tout ça. Et donc, du coup, c'est un peu comme si d'un côté, tu vas vouloir te représenter toi-même et tu affirmes ton identité. Donc là, tu laisses des traces, tu vois, évidemment. Donc, dans ce cas-là, je crois que la question se pose pas trop. En revanche, c'est dans l'inverse. Quelle est la trace numérique que tu vas laisser quand tu vas être dans cette AR cloud, donc cette digitalisation en temps réel, constante du vivant? Dès que tu vas sortir dans la rue, en fait, on va pouvoir traquer ton enveloppe en nuage de points où qu'elle aille. Parce que moi, ma prédiction, c'est que pour pouvoir arriver à cet état, il va falloir qu'on mette des lidars on-chip, c'est-à-dire les lidars solides, de partout dans la ville. Et il y a une seule possibilité de faire ça, et qui serait économiquement viable, c'est de les mettre dans les lampes des rues, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que tu as un point de vue qui couvre énormément la rue. Deuxièmement, tu as une source d'alimentation. Et troisièmement, ça permet de faire un réseau, un pico réseau pour tout ce qui est 5G, 6G et tout ça. Donc, à un moment, on va se retrouver avec plus du tout des caméras de surveillance, mais pour pouvoir créer cette copie digitale en temps réel, la seule possibilité, c'est d'avoir ce maillage de capteurs dans les villes pour rendre les villes intelligentes. Donc là, tu vas me dire, OK, ça veut dire que tu vas pouvoir traquer absolument chaque personne du moment où elle sort de chez elle, elle va au magasin, elle rentre. Le LIDAR ne te permet pas normalement d'avoir des features qui soient assez grosses pour pouvoir identifier une personne. Sauf que ça, c'est comme tout. Premièrement, ton téléphone que tu as dans la poche te traque déjà. Donc, il est déjà possible d'avoir ces informations, bien avant. Deuxièmement, on sait qu'il y a des études qui montrent que ta façon de bouger, ta façon de t'habiller, te permet d'être reconnaissable. C'était d'ailleurs ce qui s'était passé avec les premières vidéos qu'on nous montrait de Chine avec le social score et tout ça. C'est que les algorithmes ne sont pas uniquement basés sur le facial. C'est vraiment il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, j'ai envie de te dire, en fait, on est déjà dans ce monde-là. La question d'après, c'est comment on va s'anonymiser. Oui. Et ça, c'est clairement pas du tout la problématique des gens qui créent la technologie aujourd'hui. Donc, j'ai pas d'idée de comment ça va s'arranger. Moi, personnellement, dans mes designs que je fais, j'essaye, je bosse beaucoup sur les concepts de méta-réalité, dont on n'a absolument pas parlé. Et dans la méta-réalité, avant
que tu donnes l'accord de voir tes vraies données, tu passes par un proxy de réalité. Ce que je veux dire, c'est que tu as un personnage par défaut ou un environnement par défaut qui peut être reconnecté à ton vrai environnement, mais du coup, si tu ne donnes pas la possibilité à la personne d'en face de voir ta réalité, la seule chose qu'elle va voir, c'est une scène par défaut avec une table à café, un canapé, un sofa et tout ça. Donc, tu peux venir pinguer des informations, mais après, elle va être redirigée vers ton vrai, de ton côté, donc sur le device. Ton device, lui, sait à quoi ta réalité correspond. Tes données réelles passent dans ce proxy, partent, mais elles partent comme la scène par défaut, elles reviennent et ainsi de suite. Voilà. Il y en a qui appellent ça, enfin, après, si tu rentres dans des considérations comme le homomorphic encryption et tu as plein d'autres, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Maintenant, quel est l'intérêt pour les industriels qui fabriquent ces technologies de les mettre directement à l'intérieur de ces systèmes? Est-ce que les gens, les utilisateurs aujourd'hui, c'est difficile de parler des utilisateurs de ces univers-là, parce que les univers sont peu diffusés encore, malgré, on en entend beaucoup parler, mais c'est encore peu diffusé, ou alors on revient à ce qu'on a dit. C'est des usages extrêmement particuliers. Enfin, quand tu vas jouer à Fortnite, tu joues à Fortnite, tu vas peut-être pas te poser la question de savoir si une marque de chaussures va étudier ton déhanché pour te vendre des chaussures. Donc on n'est pas encore dans ce deal-là. Mais par contre, ça pourrait arriver assez vite, cette façon de capter les données. Et comme tu l'as dit, à partir du moment où on est dans un univers numérique, on n'a pas vraiment la possibilité de ne pas laisser de traces. Alors que dans soirée, tu peux toujours aller dans un coin sans parler hein, avec les gens. Donc c'est intéressant qu'il y ait encore cette discussion à faire. Est-ce que de ton point de vue, toi, de ce que tu entends parler, il y a des groupes qui travaillent sur ces choses-là, mais des utilisateurs, des groupes académiques, des entreprises, quel type de personnes? Kent Buy, je pense qu'il faut le suivre sur Twitter. Il travaille avec Caviar sur XRI, je crois, ça s'appelle. Voilà, donc oui, il y a des choses qui se font et elle arrive à faire bouger, enfin, elle fait bouger des montagnes. Hein. Elle a réussi à avoir des discussions avec Facebook. Voilà, des gens auxquels tu t'attends pas. Je sais pas vraiment si elle peut avoir, s'ils ont commencé à avoir des discussions avec Apple, parce que ça paraîtrait totalement enfin, incroyable. Je ne pense pas que ce soit possible. Euh, donc oui, il y a des associations, il y a des discussions. Et pour moi, tu sais, la meilleure discussion ou illustration de toutes ces dérives, elles sont déjà essentiellement dans la sci-fi. Mais parce que ces visions dystopiques, pour moi, c'est pas des. Je pense pas que c'est des gens qui se disent ah c'est un univers souhaitable. Non, c'est juste des warnings, tu vois, c'est de dire voilà ce qui peut se passer et clairement ça devrait ouvrir aux discussions. Et je sais pas si tu as vu là, Keiichi Matsuda qui avait fait Hyper Reality, évidemment, comme une critique et presque comme une satire en disant voilà ce que le monde, si on ne tient pas garde, nous promet. Et là, il y a un opérateur en Asie qui a quasiment recopié plan par plan et qui dit ça, c'est ce qu'on va vous proposer grâce à la 5G et tout ça. Non, 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 c'est pas ce que les gens déjà veulent, mais en plus, mais je me dis, enfin, il y a des gens quand même qui sont payés, qui font des réunions et qui se disent en voyant ça, waouh, les gens vont apprécier, ils vont se dire qu'on est super avant-gardiste. Non, La 5G, c'est un sujet vraiment intéressant, peut-être un peu particulier, parce que quand tu discutes de 5G, tu sens que les personnes qui ont envie de monter les réseaux ont d'abord besoin de la vendre. Et donc, parfois, les cas d'usage montrés sont, bon, peut-être pas des plus intelligents. J'ai vu beaucoup d'exemples où, en fait, les gens m'expliquaient que c'était formidable, et ce qu'ils me montraient, c'est ce qu'on fait actuellement. oui, Donc, c'est vrai que c'est un peu dur de dire, salut les gars, changez votre réseau, changez votre téléphone, changez tout, on va faire la même chose que maintenant. Ah ouais, c'est ça. bon, ok. C'est un concept. Hein. Je voudrais qu'on revienne, pour terminer, si tu veux bien, sur quelque chose plus proche de chez toi. Ouais. Tu es à San Francisco. Tu as dit, hein, il y a des meet-ups, il y en avait en tout cas. Ouais. Euh, comment le milieu plutôt investisseur
voit cette évolution-là? Alors, tu as parlé de Facebook, hein, il y a les grandes entreprises qui investissent massivement, ça, il y a pas de souci, mais le milieu des investisseurs voit ça comment? C'est quoi les tendances? C'est compris, c'est financé? Bah, tu as des investisseurs que l'on connaît dans ce monde-là, comme Tipatat, par exemple, qui a investi sur Beat Saber. Il comprend parfaitement, c'est un utilisateur. Donc, tu vois, c'est pas un opportuniste businessman. C'est un mec qui est un utilisateur en premier. Et donc, c'est pour ça qu'il fait des choix avec son cœur sur des technologies. Et donc, il fait des choix éclairés. Après, tu as l'investisseur qui est tout à fait normal et qui, lui, entend surtout parler de chiffres. Et ce qui s'est essentiellement passé comme discussion, c'est des choses qui tournent autour du concept de métaverse tel qu'on le définit là, depuis la pandémie, qui sont les Roblox et compagnie. Parce qu'ils voient que la valeur que tu peux avoir dans ces univers est celle qui a été perdue dans les événements physiques. Et les discussions ont été essentiellement et complètement tournées vers comment on peut récupérer les spectateurs des salles de concert, des événements sportifs. Voilà, parce que cet argent-là, il ne tourne plus, clairement, il doit être bien quelque part. Ah bah, il y a des jeux vidéo qui sont une porte ouverte vers ces clients-là et ils ont investi. Sauf que il y a des effets de bord dans cette vision. Par exemple, je crois que dans Fortnite, et c'est ce qui avait un peu tout déclenché, quand Trevor Scott Davis avait fait son concert, il y a eu 11 millions de vues. Mais ce qui n'était pas dit, c'est qu'il y a 80 millions d'utilisateurs en général par mois, tu vois. Et s'il y a 11 millions de personnes qui l'ont vu, c'est presque par opportunisme. Tu joues, bim, tu as un concert à côté, bah ouais, tu le vois. Donc voilà, c'est ça. Et après, tu as la communication sur la communication et tout ça, mais c'est des one-shots. Donc, ça a ouvert les portes des porte-monnaies, évidemment, parce que forcément, tu as plein de MeToo qui sont arrivés en disant « Oui, mais nous, on a une solution qui fait de la connexion entre les gens et on peut l'étendre au concert, regardez. » Et voilà. Donc, les conversations des VC étaient essentiellement tournées vers comment investir. Quel est le prochain métaverse qui va permettre de faire de l'argent, retour sur investissement rapide. Pour terminer, je vais te demander de faire un peu de prospective hein, quand même, hein, sinon ce ne serait pas rigolo. Donc, alors, on prend 10 ans, j'aime bien, c'est pas trop proche, c'est pas trop loin, mais on est en 2031. Le métaverse en est où? Les utilisations en sont où? Comment tu vois ça dans 10 ans? En fait, c'est Je tricky suis parce désolé, que… hein, c'est la plus dure. Hein. Si je t'avais dit dans 100 ans, tu aurais pu te lâcher. Si tu avais dit dans un mois, tu aurais dit j'en sais rien. C'est pour Ah ça que je non, prends mais 10 ans. carrément pas, parce qu'en fait, c'est l'inverse. Tu sais, c'est le fameux… la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le faire, grosso modo. Et je travaille justement sur ces questions parce que c'est clairement mon job, tu vois. Donc, te dire ça sans révéler ce que je fais, c'est un peu dur. Mais grosso Alors, les modo, grandes lignes, hein, on est d'accord. Hein. les grandes lignes, c'est que on va clairement vivre dans une époque totalement folle. Ah ben non, en fait, super. Dans l'article que j'ai fait en 2014, il y a des choses que je décris que je suis en train de faire maintenant. Et c'est mon plan de route. Et c'est donc ces choses que je prédisais et qui ne sont pas arrivées, je suis en train de faire en sorte qu'elles arrivent. Je crois que voilà, donc ça te permettra de mettre un lien pour que les personnes puissent le lire déjà. Parfait. Et de comprendre à l'intérieur peut-être sur quoi je travaille, sachant qu'il y a forcément un rapport avec des vidéos que j'ai mis sur mon YouTube et qui sont Forcément. mélangées la réalité physique avec la réalité digitale, mais la copie conforme. D'ailleurs, c'était rigolo de voir l'industrie se poser la question, mais est-ce que c'est de la réalité augmentée ou c'est de la VR? Parce qu'en fait, il a un casque sur les yeux, donc il a un écran devant les yeux. Et moi, ce qui me fait capoter, c'est de dire, attends, donc aujourd'hui, tu peux qualifier de la réalité augmentée quand tu regardes un écran que tu as dans la main et une caméra qui reprojette sur l'écran quelque chose dans ton œil et tu dis ça, c'est de la réalité augmentée. Par contre, avoir un écran sur les yeux avec une caméra, ça, c'est pas de la réalité augmentée, c'est de la VR en vidéo pass-through.
Personnellement, je doute. Donc, ma réponse à ta question, c'est en 2030, au mieux, ou non, je dirais au pire, on a des casques pass-through vidéo qui ont le form factor de lunettes, donc très très miniaturisés, et qui permettent de contracter l'espace et le temps. Je crois que je peux juste dire ça. Et quand je parle de concept de méta-réalité, c'est ça. C'est ton environnement, ton vrai environnement, euh, qui, qui contracte les distances. En gros, on va avoir des architectures hybrides. Et là, je dirais, lisez l'article, vous comprendrez peut-être où se trouve la ligne conductrice dans les architectures hybrides. Très bien. Donc, ça va faire prendre conscience aux gens que l'évolution de cette technologie, non seulement va transformer la vie, mais très probablement va même transformer les lieux physiques tels qu'on les connaît actuellement. Mais, mais même la société en tant que telle, c'est-à-dire que, tu vois, on l'a vu là avec ce qui s'est passé de la pandémie, c'est qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller au bureau pour travailler. Donc, c'est quoi les alternatives? Est-ce qu'il existe un monde où on peut avoir le meilleur des deux? Et est-ce que, du coup, ça ne va pas nous poser à nous re-questionner sur le fait qu'on se déplace ou pas? Qu'est-ce qui donne vraiment de la valeur? Là, j'ai pas eu besoin de prendre un avion pour venir te parler. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon d'être encore plus connecté? Bah, écoute, merci Greg. En tout cas, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc, la prochaine fois que tu prendras un avion, on se fera quelque chose de, j'allais dire physique, mais ça peut être tendancieux. Donc, en tout cas, on se rencontrera dans un vrai lieu et on en Café, bière rediscutera caramel, ouais, c'est clair, on fait comme ça. d'habitude. Ouais, Merci beaucoup. ciao. À bientôt.